Pierre Pribil, mesdames et messieurs, merci pour votre patience. On va ouvrir leur micro afin qu'ils puissent poser les questions. On le fait nous-mêmes, monsieur le préfet. Voilà, donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, nous poser des questions. Il y a une petite manipulation à faire. Tous les micros sont ouverts. Voilà, les micros sont ouverts. Donc on vous entend normalement et on est à votre disposition. Oui, bonjour, Lucie Pro pour la République. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Super. Je voudrais revenir sur ce chiffre de 267 décès en une semaine. Est-ce que c'est uniquement à l'hôpital ou est-ce que ça concerne aussi l'hôpital et les EHPAD? Ce sont bien l'hôpital et les EHPAD. Sur ces 267 décès en une semaine, 172 ont eu lieu à l'hôpital et 95 dans des EHPAD de la région. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, je voudrais poser une question, pardon. Stéphanie Permon de France Bleu Bourgogne. Oui, bonjour. Par rapport au... Bonjour. Je voulais savoir, je voulais que vous rappeliez la procédure pour les enfants, justement, en cas de cas positif dans une classe. À partir de combien d'élèves la classe est fermée? On a su par des parents que parfois il est demandé aux élèves de ne pas venir pendant une journée parce qu'il y a trop de cas contacts, mais une journée, ça me semblait surprenant. Donc je voulais que vous fassiez le point par rapport à la procédure qui est en cours pour les écoles. Oui, madame, on va vous répondre. Effectivement, il y a une procédure, je crois, bien établie dans ce domaine. Je ne sais pas qui de monsieur le recteur, madame la rectrice, souhaitait apporter des précisions utiles. Madame la rectrice? En lien avec le recteur. En lien avec monsieur le recteur qui nous écoute. Et en lien avec l'ARS, bien entendu, qui a aussi un rôle à jouer dans ces procédures. Je peux peut-être préciser la façon dont nous travaillons avec l'Éducation nationale sur ce sujet. En fait, ce que nous recherchons, ce sont les situations dans lesquelles on aurait une circulation du virus au sein d'une classe. Et donc, dès lors qu'on a 3 cas positifs dans la même classe, on regarde le sujet avec l'Éducation nationale de façon à voir si, en fait, on a 3 cas dans la classe, mais ce sont des chaînes de contamination qui viennent d'ailleurs et on n'a pas une circulation du virus dans la classe, ou si au contraire, il y a lieu de penser qu'il y a une circulation virale, auquel cas il y a une fermeture de la classe. Mais on attend d'avoir un minimum de 3 cas dans un délai de temps assez court qui laisse penser qu'il y a une circulation virale. Mais il n'y a pas des consignes anarchiques passées à telle ou telle part des élèves de la même classe. On analyse la situation épidémiologique à l'échelle de la classe en lien avec les services de l'éducation nationale. Oui, si je peux Monsieur le recteur, ce qu'il faut souligner fortement, c'est que cette méthodologie qui a été suivie de très près depuis le début de l'épidémie, depuis le retour en classe des élèves, pour être très précis, après le confinement au mois de mai dernier, qui a été ajustée à plusieurs reprises, nous a permis d'être efficaces dans ce qui était l'objectif, c'est-à-dire de casser les chaînes de transmission. Les chiffres que nous vous avons donnés tout à l'heure, et c'est vrai aussi bien pour l'Académie de Dijon que pour celle de Besançon, nous montrent qu'un cas positif déclaré ne génère dans nos statistiques que 2,73 cas contacts pour les élèves et 1,58 chez les enseignants. En clair, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui se passe à l'école, compte tenu que tout le monde porte le masque, que les gestes barrières sont bien respectés, la distanciation sociale aussi, vous voyez que ça ne provoque pas la multiplication des situations à 3 cas des clusters, tels que les a rappelés M. Pribil à l'instant. Donc, lorsque le ministre dit et que nous disons qu'on est en sécurité dans les établissements scolaires et qu'il faut tout faire, continuer cette scolarisation des enfants, même d'un point de vue sanitaire, nous avons raison, indépendamment des raisons sociales, morales et autres qui justifient pleinement
Merci. C'est vrai qu'il est intéressant, je me permets un petit incident, de constater que, alors que l'épidémie a progressé, hein, depuis cette rentrée, la situation dans nos établissements scolaires s'est améliorée. Les indicateurs font apparaître une situation qui est nettement mieux maîtrisée, nettement mieux contrôlée. Donc, ce que vous dites, Monsieur le Recteur, me paraît effectivement tout à fait fondamental à souligner. Et je crois que c'est à mettre à l'actif vraiment de nos équipes éducatives, comme vous le disiez, à l'actif de nos enseignants et aussi des personnels des collectivités qui travaillent avec les équipes éducatives sur le terrain. C'est vraiment lié à un protocole très, très sérieux et élaboré avec l'ARS, une très très bonne collaboration éducation nationale ARS qui permet une grande réactivité et des procédures de tracing, isolement qui s'avèrent efficaces. Voilà, auriez-vous d'autres questions, mesdames, messieurs, à nous poser? Oui, bonjour, Luc Lénard de l'AFP. C'était juste une petite précision. Je ne sais pas si j'ai bien entendu M. Chalet tout à l'heure évoquer donc, pour l'ensemble de la région 1254, je crois, évictions comme cas contact. Est-ce que c'est ton chiffre? Oui, alors il y a deux académies, mais Monsieur le Recteur, peut-être sur les... Non, c'était que de l'académie de Besançon. Je vous ai parlé de 1257 évictions. Il s'agit de 1112 élèves et de 128 personnels d'éducation nationale et de 17 personnels autres, c'est-à-dire des agents des collectivités, sur les 7 derniers jours. Ce que je souhaitais peut-être rajouter en réponse à la question précédente, parce qu'il faut aussi préciser cela par souci de transparence, c'est qu'il peut arriver, lorsque la difficulté de remplacement d'un personnel enseignant dans le premier degré nous amène à répartir les élèves entre les autres classes, nous amène à demander aux parents s'ils ne peuvent pas garder leur enfant de manière à éviter de surcharger les classes au risque de rendre plus difficilement applicable le protocole sanitaire. Donc ça, c'est un cas qu'il faut avoir à l'esprit, à défaut d'une autre solution, pour éviter de surcharger les classes et pour éviter le brassage des élèves. Là, chaque fois que c'est possible, il est demandé, dans certains cas, aux parents de garder les enfants à domicile. Merci, Monsieur le Recteur. Mesdames et Messieurs, voyez-vous d'autres sujets évoqués? Jean-Pierre Saint-Pardimon pour Introduction. Une question sur l'organisation à l'hôpital pour M. Frédéric, s'il vous plaît. Il y a eu des services où il y a eu des programmations, des services arrêtés. Comment se passe la réorganisation des soignants de ces services, chirurgiens, médecins, infirmiers? Est-ce qu'ils sont en absence, placés en sureffectif, ou est-ce que l'ARS a une façon de les contraindre à venir renforcer les unités Covid qui demanderaient un peu plus de personnel? Alors ça ne se fait pas par la contrainte, mais ça se fait comme ça, c'est-à-dire qu'au sein de chaque établissement, les moyens libérés par les déprogrammations sont redéployés vers les prises en charge de patients, notamment de patients Covid. Donc, parce que le seul objectif des déprogrammations, ça n'est pas de libérer du temps pour des soignants pour rester chez eux, c'est vraiment de redéployer ces moyens pour faire face à l'afflux de malades. La plupart du temps, j'ai envie de dire dans 99% des cas, au sein d'un même établissement, qu'il soit public ou privé, parfois par des mises à disposition entre établissements, en vertu d'accords passés, notamment entre établissements publics et établissements privés. Merci. Et depuis mai 2020, combien de soignants en activité, donc par des intérimaires qui viendraient en renfort à présent, combien de soignants en activité ont été formés pour anticiper cette seconde vague dans la région? Oula, ça j'ai pas de chiffres sur ce sujet. Par contre, au sein de chaque établissement, pendant l'été, le travail de préparation
de prise en charge d'une deuxième vague, parce que quand même c'était un scénario sur lequel nous avons tous travaillé, à amener chaque établissement à prévoir par palier une augmentation du nombre de classes, notamment en réanimation, puisque c'est à ça que vous faites référence, notamment, puisque une prise en charge réanimatoire suppose des compétences très très particulières. Et donc chaque établissement a mis en place à la fois un plan de redéploiement capacitaire et aussi le plan de formation permettant à des personnels supplémentaires de venir en aide. Après, une spécificité de notre région est d'avoir connu une vague 1 très très forte, dans laquelle on a déjà flirté avec les limites de ce qu'il était possible de faire en termes de développement capacitaire en réanimation. Et donc, quelque part, on a plus été dans la consolidation de cet acquis de l'expérience, à la fois sur le plan du déploiement capacitaire et sur le plan des compétences des personnels, que dans un plan totalement nouveau avec la formation de personnel très très éloigné de ces secteurs d'activité. Donc on a plus été dans la capitalisation de la première vague de notre région. C'est quelque part le bon côté de la médaille de l'avoir déjà vécu, ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui dans les établissements est très complexe à gérer, bien entendu, hein, mais ressemble du côté des réanimations à ce qu'ils ont déjà vécu au mois de mars-avril. C'est du côté de l'hospitalisation classique que l'afflux de malades est plus important que la fois précédente. Il faut y voir d'ailleurs un signal de progrès dans la qualité des prises en charge à l'hôpital, puisque une proportion moindre que pendant la première vague de malades passe en réanimation. Ça veut dire que les équipes médicales et soignantes parviennent à prendre en charge des patients sans avoir recours aux techniques de réanimation, ce qui est une bonne nouvelle pour les patients. Pour autant, c'est là que la différence est très forte avec la première vague, plus que dans les services de réanimation. Merci. Jean-Michel Noël, du Champ Saint-Noël, à propos des propos de Mme la rectrice, il y a un chiffre qui a été donné, 138 personnes en émission pour cas contacts. Ça concerne élèves personnels ou simplement élèves? Seulement les élèves. 1138 élèves pour l'éviction cas contact. Oui. D'accord. Et concernant le personnel, est-ce que vous avez un chiffre à me donner? Non. Pour le personnel, je n'ai que le chiffre des cas. Des cas avérés, oui, 49. Mais je n'ai pas le chiffre des cas en éviction. D'accord. Merci. Sylvie Godel-Jardin, Oui, madame. vous parliez tout à l'heure de la deuxième vague, le pic n'était pas atteint. Or, on est déjà à 120% d'occupation, d'après ce que vous avez dit, et des transferts. Comment vous pouvez anticiper ce pic qui va arriver vraisemblablement la semaine prochaine, d'après les informations que l'on nous donne? Alors, le chiffre indiqué par M. le Préfet de 120% concerne les places en réanimation, c'est-à-dire qu'on occupe aujourd'hui plus de places en réanimation qu'on en a d'habitude. Alors, heureusement, ce n'est pas 120% des places existantes, sinon, vous voyez bien qu'en fait, il y aurait un problème. On a, entre-temps, énormément redéployé, justement en déprogrammant, pour créer des places nouvelles, si bien qu'aujourd'hui, on n'est pas à saturation, donc on est à moins de 100% des places ouvertes et redéployées. Du coup, on est capable de continuer à monter, et on suit de près cette évolution-là, à la fois en médecine et en réanimation. Pour autant, je ne vous cache pas que, et c'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs par anticipation à procéder à des transferts vers d'autres régions, que le facteur limitant, comme la fois précédente, sera du côté des places de réanimation, puisque ce sont là les prises en charge les plus lourdes, techniques, qui supposent à la fois des personnels et des équipements très très spécialisés. Et donc, ça va être ça le facteur limitant, comme la fois précédente. Alors, de deux choses l'une, soit comme tous les modèles le prévoient, on va atteindre le pic, pas forcément le pic du nombre de patients mais présents à l'instant T, mais le pic du flux d'entrée dans les jours qui viennent. C'est ce qu'un certain nombre de modèles, notamment le modèle de l'Institut Pasteur, prévoit pour notre région. Auquel cas, on va y arriver, ça va être difficile, mais on va y arriver comme ça.
soit ce pic est plus tardif et donc plus élevé, auquel cas il nous faudra avoir recours à davantage encore de transferts vers d'autres régions. Mais vous voyez que le fait que nous ayons déjà commencé à procéder à des transferts est destiné à se prémunir d'un risque d'un pic plus tardif que prévu, et aussi démontre que la solidarité nationale sera au rendez-vous si notre région venait malheureusement à rencontrer un pic plus élevé ou trop élevé par rapport à ses capacités. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour le journal de cinéma. J'ai une question pour l'aide, pour Pierre Civil. Donc vous parliez justement là des estimations de l'Institut Pasteur. Est-ce qu'on a une estimation à l'heure actuelle pour le pic épidémique? Oui, justement, on se base sur les prévisions, les simulations plus exactement, et on les appelle comme ça, de l'Institut Pasteur, selon lequel on devrait atteindre un pic là, dans les jours qui viennent, en termes d'entrée, de flux d'entrée à l'hôpital, en médecine comme en réanimation, ce qui nous amènerait à un pic en termes de nombre de patients présents simultanément dans les hôpitaux de la région, plutôt en fin de semaine prochaine. Si c'est ça qui se passe, à ce moment-là, nous saurons y faire face sans amplifier le nombre de transferts vers d'autres régions qui sont difficiles à organiser et à mettre en œuvre, et aussi difficiles pour les familles, puisqu'on éloigne leurs proches, même si on s'efforce de le faire dans des régions limitrophes, c'est quand même quelque part un poids de plus pour ces familles déjà lourdement éprouvées. Donc on espère ne pas avoir à recourir davantage à ce type de transfert. Mais voilà, donc l'observation de ce pic pourrait intervenir dans les jours qui viennent, si et ce sera le fruit, ça ne peut être que le fruit du résultat du respect du confinement, puisque c'est la mesure de freinage efficace qui est mise en œuvre depuis maintenant 2 semaines. Oui, justement, une question sur les transferts extra-régionaux. Est-ce qu'on pourrait savoir d'où ils sont organisés? On sait vers où, mais on ne sait pas d'où. Et quels moyens ils sont utilisés? Est-ce que c'est des ambulances, des hélicoptères ou autre chose? Alors, le moyen privilégié, puisque c'est un petit nombre de patients, ce sont les hélicoptères habituels des services des SAMU. Et à condition bien sûr que les conditions météo s'y prêtent, ce qui en ce moment n'est pas facile. Donc les 4 transferts qui ont eu lieu hier ont eu lieu pour moitié par hélicoptère, pour moitié par voie terrestre, donc avec des ambulances médicalisées, puisque ce sont des patients très très fragiles, donc ils sont accompagnés d'un médecin et d'un infirmier. Les 4 transferts d'hier partaient pour 2 de Dijon, pour 2 de Besançon, ils sont tous arrivés à Nancy. Les 4 prévus aujourd'hui doivent partir ou sont en train, et pour certains d'entre eux sont déjà partis, de Dijon, d'Auxerre et de Mâcon, à destination de Strasbourg. Merci. Une question, pardon, excusez-moi. Stéphanie Perdon pour France Bleu Bourgogne. Je voulais juste avoir la confirmation par Madame Albert Moretti pour les plans de continuité pédagogique. Vous disiez que ce sont les établissements qui ont le dernier mot pour le mettre en place, c'est ça? Non, enfin, les établissements nous soumettent un plan de continuité pédagogique. Il est expertisé par la cellule que nous avons mise en place au niveau de l'académie, qui est une cellule dans laquelle donc interviennent des inspecteurs qui sont là justement pour expertiser le projet. Il me revient de le valider ou pas. Et comme je vous le disais, sur les 38 établissements qui nous ont à cette heure soumis un projet, il y en a 6 à qui on a demandé d'approfondir leur réflexion pour présenter un projet un peu plus élaboré. Et donc, ce qui veut dire que, par soustraction, il y en a 32 qui ont d'ores et déjà été validés. Mais il faut qu'il soit validé, c'est un pilotage recteur, et donc il faut qu'il soit validé au niveau recteur. Ou rectrice. Si je peux répondre aux journalistes qui tout à l'heure m'interrogeaient sur les personnels en éviction, puisque je viens d'avoir l'information,
Donc c'est 126 personnels en éviction au niveau de l'académie de Dijon. Merci, madame. Très bien, ça vous paraît clair, mesdames et messieurs? On a répondu à votre question, s'il vous plaît. Oui. Oui, Léopold Placé pour France 3. Alors, question concernant la situation sanitaire à la préfecture du Doubs. Une opération de dépistage sera en cours à la préfecture. Je ne sais pas si c'est le cas, si vous pouvez me confirmer. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'informations sur ce point. Il faut que je me renseigne auprès de mon collègue. Je n'en ai pas, monsieur. D'accord, je vous remercie. D'autres questions? Bien, écoutez, je vous remercie pour votre disponibilité, votre participation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien, à la même heure, 14h30, pour ce point hebdomadaire. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci. Merci, Merci, monsieur le recteur. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.